Aux États-Unis, le camping est un mode d'hébergement très populaire, mais c'est bien plus que ça. Un écosystème varié, très abordable, extrêmement immersif et qui va vous plonger dans la beauté des parcs naturels américains, avec de belles surprises en bonus. Après 2 road trips dans l'Ouest américain, notre invité est sorti parfaitement conquis par l'expérience du camping aux USA et il va nous dire pourquoi. Salut à tous, soyez les bienvenus. Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA. L'ambition de notre podcast, c'est de vous aider à organiser efficacement votre voyage aux États-Unis, des témoignages, du vécu, des astuces, des conseils, des bons plans, des coups de cœur et toute l'expérience de notre communauté pour répondre à vos questions. Si vous découvrez notre chaîne, je vous invite à vous abonner, activer la cloche, mettre un pouce vers le haut et réagir en commentaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme, membre de la communauté Sunset depuis 2015. Salut Jérôme. Bonjour Jean-Christophe, content de te retrouver pour ce podcast. 3 séjours à ton actif dans le Grand Ouest américain. D'abord, un voyage de noces en auto-tour en 2005, puis 2 road trips en 2017 et en 2022, avec de nombreuses nuitées en camping. Ma première question est toute simple, pourquoi ce choix ? Alors après un premier voyage de noces en auto-tour, comme tu l'as dit, on n'avait pas à l'époque l'envie et peut-être la capacité, le temps d'organiser un voyage. Et donc, on a choisi une agence de voyage qui nous a donné un truc tout compris. À l'époque, on a été conquis. C'est ce qu'il nous fallait. Et avec le temps passant et avec notre autre passion qui est l'astronomie, l'éclipse de 2017 a été un peu le déclic. Et donc, on a pu, de cette manière-là, organiser notre voyage par nous-mêmes, aller aux endroits où on voulait, passer le temps qu'on désirait. Et donc pourquoi le camping ? Plusieurs raisons. La première, c'est que depuis que je suis enfant, je fais du camping avec mes parents, et donc forcément, c'est un peu passé dans mes gènes, et c'est quelque chose que j'adore. La deuxième, forcément, quand on part assez longtemps en voyage, c'est le niveau financier. Dans les parcs, si on veut aller dans des hôtels, ça monte tout de suite en chiffres, et l'offre hôtelière est assez réduite. Alors que, au niveau du camping, malgré qu'on peut constater une certaine hausse des prix, c'est beaucoup plus modéré et les tarifs restent plutôt très très abordables. Et enfin, dernière raison peut-être la plus importante, l'envie d'être dans les parcs, à l'intérieur, au contact de la nature. Et à ce niveau-là, je dois dire que dans nos différents trips, on n'a pas été déçus. Alors, je le disais en intro, les Américains adorent camper, les emplacements sont donc très prisés, surtout dans les grands parcs. Comment est-ce que tu t'es organisé ? Alors, je commence à travailler très en amont, souvent 3 ans avant. C'est déjà le cas en 2017 comme en 2022. Et il faut commencer les réservations une fois qu'on a un planning. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé si tôt, parce que le planning ne vient pas du premier coup. À chaque fois, j'ai dû refaire au moins une dizaine, voire une quinzaine de plannings différents avant de pouvoir avoir fixé toutes mes étapes et ne faire à la fin que quelques petites modifications. Dans tous les cas, il faut être prêt 6 mois avant, puisque c'est à ce moment-là que les réservations pour les campings des parcs nationaux ouvrent. Donc dans mon cas, comme nous on est professeur, donc on part au mois de juillet et au mois d'août, ça commence en janvier. À partir de là, quasiment tous les jours, on a une réservation à faire. Alors parfois, on a ce que j'appelle une journée de repos. Quand on reste plusieurs nuits au même endroit, alors on a 1 ou 2 jours de non-réservation. Alors il faut être bien organisé. Je me souviens par exemple qu'en février 2022, quand on a réservé, on était dans voyage à Londres, pendant les vacances scolaires, donc notre téléphone ne captait pas l'internet, on a dû trouver un endroit où il y avait du Wi-Fi, et on s'est retrouvé dans le plus haut parc de Londres, en haut d'un building, et on a attendu l'heure, et on était très très bien, ça s'appelle le Sky Garden, c'était vraiment, je vais pas dire magique, mais c'était un endroit très très bien pour pouvoir organiser notre réservation. Il y a quand même quelques exceptions à cette règle des 6 mois, par exemple, Yosemite, Yellowstone, Sequoia, ou encore Crater Lake, donc ça, après, c'est à regarder au cas par cas. En 2017, quand j'ai réservé le camping de Yellowstone, par exemple, la réservation se faisait 1 an avant, plus d'1 an avant, puisque c'était au mois de mai de l'année précédente. Donc maintenant, ça a un peu changé.
mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut organiser en amont. Alors à ce stade, est-ce qu'on pourrait parler du budget? Qu'est-ce que ça donne au niveau des tarifs? Alors pour le tarif, ça va de 0 quand on fait du camping sauvage dans le wilderness au milieu de rien à $50, voire un petit peu plus. Les nuitées les plus chères qu'on ait payées, c'était pour l'Eclipse. Justement, les campings sur la ligne de centralité de l'Eclipse avaient forcément augmenté leur prix à ce moment-là. Mais dans tous les cas, si on paye plus, c'est qu'on a davantage d'infrastructures. Souvent, on a des douches, on a des toilettes à eau, on a des piscines parfois. Donc ça s'explique un petit peu ce prix. D'accord, c'est pas on paye plus en échange de rien. Là, on paye plus avec quelque chose. Alors, le camping sauvage permet de se faire des souvenirs uniques et expérimenter le fameux wilderness américain. Donc les aléas météo ont fait que on a fait beaucoup moins que prévu en 2022, mais en 2017, on a eu la chance de pouvoir dormir sur la Hole in the Rock Road, à côté d'Escalante, et je me rappelle de cette phrase que notre fille Charlotte a eue, je ne savais pas qu'il y avait des coyotes dans ce camping. Effectivement, on entendait les coyotes hurler pendant que nous on essayait de dormir juste à côté. Alors bien sûr, on la rassure, mais elle s'est rendue compte de rien, et c'est ça qui est un petit peu magique pour les enfants. L'an dernier, on a aussi par exemple dormi au niveau de Moonscape Overlook. Encore une fois, on est seul, le soir, le matin, j'ai pu faire voler mon drone tranquillement au-dessus de paysages uniques. Encore un moment magique. Et dans les parcs nationaux, souvent le tarif c'est entre 20 et $30. À ce tarif-là, on a des toilettes avec chasse d'eau, des points d'eau, mais bien souvent, pas de douche ou pas sur place, faut sortir un petit peu du camping pour en trouver. Mais en contrepartie, bien sûr, quel bonheur d'ouvrir la tente et de voir 2-3 mètres devant soi une biche qui broute tranquillement devant soi. C'est vraiment des moments assez uniques. Dans les National Forest, c'est moins cher encore, entre 10 et $20, mais là, on n'aura que des toilettes sèches, et bien souvent, il n'y aura pas d'eau à disposition. Donc il faudra prévoir une quantité d'eau suffisante pour subvenir à ses besoins. Les state parks, eux, sont gérés plus localement par les États. Les prix sont souvent plus élevés, en contrepartie, bien sûr, un petit peu plus d'infrastructures. Il y a des douches, il y a un abri souvent au-dessus de la table, qui permet d'être à l'abri en cas de pluie, par exemple, ou avoir un peu d'ombre en cas de forte chaleur. Et enfin, les campings privés, un type Koa, eux regroupent tout ce qu'il faut pour le campeur. Alors, je vais pas dire que ça ressemble un peu à ce qu'on trouve en France, parce que ça a encore quand même rien à voir, mais il y a souvent un petit magasin, une piscine, et c'est des choses qui peuvent être agréables après avoir randonné toute la journée, ou quand il fait très très chaud. Alors un conseil pour ne pas perdre de temps, c'est bien sûr de créer en avance ses comptes sur les différentes plateformes, donc recreation.gouv pour les parcs nationaux, et après sur les différents sites des parcs d'État de Californie, d'Oregon, etc. Et là, bien sûr, il faut faire attention à le veiller, à créer son compte sur chaque État. Jérôme, concrètement, à quoi ressemble un emplacement de camping aux États-Unis? Quels sont les équipements? Alors ça ressemble pas du tout à ce qu'on peut trouver en France, pour les habitués un peu des campings français. Souvent en France, on a notre petit emplacement qui est bien délimité par une petite haie. On a nos 70-80 mètres carrés, quelques arbustes, on trouve un petit peu les uns sur les autres. Là, c'est pas du tout ça. Les emplacements sont grands, voire très grands dans les parcs nationaux. Il y a des moments où on aura l'impression d'être presque seul. Il n'y a pas de limitation avec les voisins. Alors, ça arrive aussi souvent que les emplacements soient par deux. Ils sont couplés en duo. Et ça permet aussi d'avoir des interactions avec le voisin qui peuvent être assez riches. Mais au niveau équipement, il y aura toujours une table. Donc là, c'est pas la peine de prévoir, d'acheter des chaises ou des tables de camping. Il y aura tout ce qu'il faut pour faire un feu de camp, un petit cercle en métal, une grille par-dessus pour pouvoir
faire son repas, pour pouvoir faire les chamallows, etc. Et parfois, souvent c'est dans les state parks, il y a un emplacement matérialisé pour la tente, donc c'est des rondins de bois avec du sable à cet endroit-là pour pouvoir que ce soit bien plat et donc soit un petit peu mieux pour dormir. D'accord. Alors pour le matériel de camping, il y a plusieurs options, tout emmener avec soi, tout acheter sur place, ou bien le mix des deux. Quelle formule est-ce que tu as choisi et quels sont les indispensables d'après toi ? Alors, nous avons fait un petit peu des deux, en fait, surtout en 2022. Pour les 2 voyages, on a pris l'option d'acheter une partie du matériel sur place, au Walmart. On trouve tout ce qu'il faut, la tente, le matelas, le réchaud, le gonfleur. En 2017, on avait même commandé par avance, et au final, on a vu que tout était dispo en magasin. Donc, en 2022, on s'est pas inquiété, on a dit, bon, on va aller au magasin. En plus, c'était des super centers de Los Angeles, donc on va trouver tout ce qu'on veut. Et grosse erreur. Et gros regret, puisque on a dû faire plusieurs magasins pour trouver la tente, et surtout pour trouver un réchaud, qu'on a eu beaucoup de mal à trouver, ça nous fait perdre beaucoup de temps le premier jour. Donc là, c'était à refaire. Le grand conseil que je donne, c'est de passer commande en avance pour ne pas perdre de temps. Attention quand même au délai. En 2017, je m'étais pris vraiment à la limite, et on a failli devoir attendre après notre commande. Donc, attention quand même aux délais qui souvent sont d'1 semaine. C'est pas comme sur Amazon où on peut avoir le lendemain. Fabienne toujours nous prépare une liste assez exhaustive de ce qu'il faut acheter dans la première journée. Comme ça, on n'oublie rien. Quand on quitte la grande ville au départ, on va au magasin, on fait toute notre liste, on fait tous nos achats, et comme ça, grâce à Fabienne, on a tout ce qu'il faut. On apporte aussi bien sûr un petit peu de matériel, donc on a apporté à chaque fois nos duvets. Et en 2022, on avait prévu de faire quelques randonnées sur plusieurs jours. Donc on avait amené une tente de trek qui pèse que quelques kilos, des matelas de trek. Et au final, on n'a pas pu beaucoup l'utiliser à cause du temps. Donc là, c'est assez dommage à ce niveau-là, mais ça sera à retenter une prochaine fois. Alors j'emporte aussi souvent 4 gros piquets. Donc ça c'est mon oncle qui les a fait, il travaille dans la métallurgie, qui me servent pour les 4 coins. Une fois, quand on était à Valley of Fire, on a retrouvé la tente vraiment pliée en 2. Et heureusement qu'elle avait ses gros piquets, sinon je crois qu'elle se serait envolée. Alors concrètement, Jérôme, comment se passe une installation dans un camping américain ? Alors, dans les nationals ou les state parks, quand on arrive, on se présente au ranger. Il y a l'entrée dans sa petite cahute, et il va nous donner notre emplacement. L'emplacement, normalement, on le connaît déjà, car quand on réserve, on choisit son emplacement, et si on a l'application recreation.gouv sur son téléphone, on a aussi cette information. On peut retrouver toutes nos réservations. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, il faut penser à regarder en amont, parce que souvent, quand on arrive dans les parcs nationaux, on capte pas forcément. Et donc là, on peut plus avoir accès à l'application. Donc faire une capture d'écran, ça peut être une bonne idée. Alors cependant, bien sûr, comme nous, on est en road trip, on arrive un petit peu tard, on a visité des choses avant. Donc le ranger n'est plus présent, et il y a alors une petite affiche sur la cahute qui indique le nom de toutes les personnes qui sont pas arrivées, avec à côté l'emplacement qui leur est destiné. Et en plus, sur chaque emplacement, on a aussi une petite étiquette, il y a une petite pince, sur lequel il est marqué notre nom. Comme ça, aucune chance de se tromper. Il nous est aussi arrivé de débarquer dans un camping sans réservation. Et après les horaires d'accueil, donc là, il faisait noir. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? On s'installe. Et après, on va voir
soit la personne, et des fois il y a des camps hosts qui peuvent nous accueillir, ou il y a des bornes où on peut aller payer notre nuit d'emplacement. Ou au pire, le lendemain, on peut aussi aller voir le ranger à l'accueil. Ça, c'est toujours possible. Dans les campings privés, voilà, c'est un peu comme en France, on se présente à l'accueil. C'est souvent ouvert beaucoup plus tard. Sur nos 2 voyages, il est arrivé qu'une seule fois qu'en camping privé, ce soit fermé. Mais sinon, ça se passe comme dans les parcs nationaux. Il y a une petite affiche avec notre nom et notre emplacement dessus. Donc là, pas de souci, on est toujours, on va dire, au courant de ce qu'on doit faire. Alors j'aimerais, Jérôme, qu'on parle maintenant de l'alimentation, des repas. Comment est-ce que vous vous êtes organisé ? Alors, plusieurs choses. Alors, le petit déjeuner. Nous avons testé en 2017 les céréales. On n'a pas trouvé ça exceptionnel. On n'en mange pas dans la vie de tous les jours ici. Là-bas, en plus, c'était plutôt très chimique, très coloré. Donc, c'était plutôt pain de mie et confiture et du lait. Nous avons aussi trouvé que les croissants du Walmart sont plutôt pas mal pour des croissants américains. Et cette année, surtout, on a trouvé une préparation pour pancake. Donc là, on prend notre dose, on ajoute un petit peu d'eau, notre petit mélange, et on n'a plus qu'à faire chauffer sur la poêle. Et ça, c'était vraiment, j'ai envie de dire, plus américain. Et donc ça donnait un petit côté exotique, un truc qu'on fait pas dans la vie de tous les jours ici. En 2017, il y avait un truc que Fabien elle faisait aussi, c'était du pain perdu. On en a fait plusieurs fois. Et je me rappelle que à Yellowstone, alors comme il faisait froid le matin à Yellowstone, on allait sur le parking du Visitor Center, qui lui était au soleil, et on préparait notre pain perdu. Et des Américains qui nous demandaient si on vendait ce pain perdu, tellement ça avait l'air appétissant. C'est vraiment quelque chose, un excellent souvenir. Le midi, souvent c'est pique-nique. Donc soit de la salade, les rayons fruits et légumes sont souvent bien fournis, certains magasins proposent des salades bars, ou après on peut aussi manger des sandwichs. On trouve pas mal de pain de mie, aussi des sortes de grandes baguettes. Nous, Walmart, c'était ce qu'on appelait du pain français, c'était une grosse baguette. Et ils sont pas aussi croustillantes que les nôtres, mais c'était quand même assez bon. Et après, au niveau, je veux dire, quoi mettre dedans, ils ont des fromages en tranches. On trouvera pas le choix qu'on a ici, nous, en France, mais bon, comme ça, il y a beaucoup de cheddar, c'était pas mauvais. Et niveau charcuterie, ce que j'appelais la charcuterie, on trouve pas non plus la même chose que chez nous, mais on peut trouver des choses qui vont, entre guillemets, ressembler, et donc on s'en sort toujours. Le soir, on a souvent mangé au camping. C'est aussi par souci d'économie, on évite de faire trop de restaurants. Et notre repas favori, là, c'est une pizza au feu de bois. Alors ça peut paraître surprenant, mais on achetait une pizza surgelée dans la journée au magasin, on le mettait pas au frais, on le laissait dans la voiture se décongeler tranquillement, elle gonflait, et le soir, on arrive au camping, on allumait notre feu de bois, dans notre petit cercle, petit emplacement réservé à ça, et on faisait chauffer notre pizza. Ça faisait une pizza au feu de bois. J'ai aussi souvenir à plusieurs reprises d'avoir acheté une belle pièce de viande qu'on a fait cuire aussi au feu de bois. Et là, j'en ai encore l'eau à la bouche tellement ça me faisait envie. Mais en général, on prévoyait les repas pour 2-3 jours. La glacière, elle est obligatoire pour la viande, les yaourts ou le fromage. Donc, bien penser tous les 2 jours, à pouvoir aller chercher un glaçon, soit dans un supermarché, au Walmart, soit dans les stations essence. Là, encore une fois, c'est pas comme en France. En France, si on veut trouver de la glace, c'est assez compliqué. Là-bas, il y en a partout. Donc là, il y a pas de souci. Et enfin, comme on prend pour 2-3 jours, c'est vrai que garder au frais pendant plusieurs jours, c'est difficile. Donc pour les derniers jours, on a des conserves. Donc on a des conserves de légumes et aussi de plats préparés. Alors, on peut être un peu déboussolé, ça ressemble pas beaucoup à ce qu'on peut trouver en France. Par exemple, il y a ces fameux haricots à la sauce tomate sucrée. Alors ça, on peut en trouver en France, c'est les Heinz. Ouais. Ça peut surprendre au début. Mais bon, encore une fois, après quelques essais, on trouve des choses qui sont à notre goût et on s'en sort. Chose qui peut nous surprendre aussi, c'est les contenants. Moi, je sais que j'aime bien, dans mes sandwichs, mettre des cornichons. Là-bas, les cornichons, c'est des bocaux énormes. La mayonnaise, pareil, c'est énorme. On va pas trouver un petit tube de mayonnaise qu'on peut trouver ici. Donc là, ce qu'on est bien acheté, ce qu'on peut trouver, c'est les pickles. Alors ça a notre nom. C'était les cornichons radish, quelque chose comme ça. Et c'était des cornichons qu'on pouvait mettre déjà découpés tout fin. Et ça, c'était plutôt très très bon. Alors bien sûr, après il y a le dessert. Dessert favori dans nos soirées camping, c'est les chamallows grillés. Et ça fait quand même très très camping, très très américain. Et c'est excellent.
Oui, mais ça reste l'expérience ultime, effectivement. Est-ce que tu as des astuces genre système D? Comme je disais tout à l'heure, pour l'installation de la tente, j'ai amené 4 gros piquets, sûr de bien la fixer. Ensuite, on achète toujours un marteau. Je sais que certains utilisent des pierres qu'on trouve à droite à gauche pour essayer de taper sur leurs sardines. Mais bon, pour le prix que ça coûte, ce petit confort-là ne fait pas de mal. Je prévois toujours aussi une bâche, de la corde. Cette année, on l'a pas utilisé, mais en 2017, quand on était à Yellowstone, comme on restait 6 nuits au même endroit, au-dessus de la tente, j'avais tendu cette bâche pour faire quelque chose d'un petit peu plus grand. C'est vrai qu'il y avait souvent un petit peu d'humidité et ça protégeait ce qu'il y avait devant la tente. Important aussi, le gonfleur. Gonfleur à pile, parce que bien souvent, on n'a pas d'électricité. Et si on le met, un gonfleur sur l'allume-cigare, l'emplacement de la tente est bien souvent très loin de la voiture. On peut pas approcher la voiture. Et parfois, il est souvent difficile de rentrer un matelas gonflé dans une tente. Allume-cigare, on évite, on prend plutôt le gonfleur à pile. Ensuite, les grilles sur les feux de camp, elles sont jamais nettoyées. Donc, à part la pyrolyse, quand on allume le feu, c'est bien de prévoir de l'aluminium. Mettre toujours l'aluminium ou des barquettes d'aluminium pour faire cuire nos aliments. Même chose, la table, à moins d'avoir un petit produit, sa petite éponge pour tout nettoyer. Et comme je vous l'ai dit, il est difficile parfois d'avoir de l'eau. Donc c'est bien d'acheter une petite nappe qu'on met sur notre table pour être sur quelque chose de propre. Pour les feux de bois, toujours prévoir des allumes-feu. Sinon, on peut passer un petit bout de temps à ramasser des feuilles sèches et des épines, essayer de les faire brûler pour démarrer le feu avec de plus grosses bûches. Et ensuite, quand on est dans l'Ouest américain, la nuit tombe assez vite. Bien souvent, à 20h30, il fait nuit. C'est pas comme ici où il fait noir vers 23h. Donc, il est utile d'avoir des lumières pour s'éclairer. Donc, nous, on avait plusieurs lampes à poser et aussi plusieurs frontales pour nous éclairer. Alors Jérôme, quels sont pour toi les points forts et les contraintes du camping aux États-Unis? Alors pour les points forts, incontestablement, c'est la vie dans la nature. Pour tout un tas de raisons. La proximité avec la faune, les paysages à couper le souffle, peu d'hôtels pourront se targuer d'avoir une vue extraordinaire, à part bien sûr The View à Monument de Vallée, et où on pourra dire de faire attention quand vous ouvrirez votre porte, parce que vous allez pouvoir tomber sur des animaux. Côté point fort, faut pas oublier non plus le fameux, comme je disais tout à l'heure, s'more au coin du feu. Les contraintes, et pour certains, elles ne sont pas des moindres, c'est le montage, démontage, rangement du matériel. On peut avoir l'impression que ça va prendre des heures de pouvoir faire tout ça, mais c'est un faux problème parce que au bout de, 2-3 jours, on est habitué, on sait ce qu'on a à mettre dans la voiture, on sait ce qu'on doit ranger, et maximum en 15-20 minutes, tout est rangé. Ensuite, simplicité. Nous avons d'ailleurs à chaque fois acheté ce qu'on pouvait s'apparenter à une tente 2 secondes, mais en plus grand. Ils n'ont pas la tente qu'on lance comme à Decathlon, mais le Walmart a une tente où on déplie, on monte 4 piquets et hop, tout est monté. Pas plus compliqué que ça. Deuxième contrainte que l'on peut ressentir comme une contrainte, c'est de devoir faire à manger. C'est vrai que les campings sont souvent dans la nature, à l'écart, et loin des restaurants. Et donc ça peut être aussi une contrainte pour certains. Alors le camping aux États-Unis, c'est aussi de l'imprévu, de belles rencontres, une aventure dans l'aventure finalement. Quels sont, Jérôme, tes meilleurs souvenirs? Alors meilleurs souvenirs, incontestablement, top du top, l'éclipse de 2017. On était dans un camping sur la bande de la centralité et étonnamment, je sais pas pourquoi, on était les seuls étrangers.
Alors que je suis sur des forums en France et je connaissais des tas de gens qui partaient aux États-Unis, mais à cet endroit-là, on était les seuls. Donc on a eu la chance d'échanger avec les locaux, échanges privilégiés, puisque on a eu des échanges sur du prêt de matériel, les gens qui n'avaient pas prévu le filtre pour regarder le soleil, donc je leur ai prêté un petit morceau de filtre que j'avais, qui me restait. J'ai aussi pointé un télescope, des gens qui n'avaient pas l'habitude en fait de manipuler ce genre de matériel, et donc ils n'arrivaient pas à mettre le soleil dans le télescope. Donc là, je les ai aidés, et après ils ont pu suivre tranquillement l'éclipse de soleil. On a eu aussi des belles rencontres avec les Camp Host ou les Rangers. Un bon souvenir à Deville-Postpil, près de Mammoth. Le Ranger qui était déjà venu en France, il parlait un peu français, il était venu faire une saison de ski ici. À Detors Point, son meilleur souvenir français, c'était dans ses cours. Donc il nous a parlé des pancakes à la myrtille qu'il avait fait avec son professeur en cours de français. Alors on n'a pas osé lui dire que nous, chez nous, en France, on fait pas de pancakes en fait, on fait des crêpes. Et que la myrtille, par chez nous, c'est pas très développé. Mais bon, ça reste des excellents souvenirs. L'imprévu, c'est aussi parfois d'arriver aux toilettes du camping et de se rendre compte qu'il y a une chasse d'eau. Et là, bonheur, puisque je l'avais pas noté dans le roadbook par exemple. Ou aussi parfois qu'il y avait la possibilité de se doucher. Ça, je le note pas tout le temps non plus. Et c'est vrai que quand on arrive et que c'est le cas, c'est plutôt du bonheur. Et parfois, on a aussi la possibilité de se baigner. Je me rappelle, quand on arrivait à Zion, en 2017, il y avait la rivière qui était là, on voit des gens passer avec des bouées, on fait mais qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, ils descendaient juste en bas et ils se baignaient dans la Virgin River. Alors, en 2022, ça n'a pas été possible parce qu'il y avait des bactéries dans l'eau, mais quand c'est possible, c'est plutôt quelque chose d'excellent. On peut aussi se retrouver à dîner tard dans la pénombre, sur la table du camping, et avoir quelque chose d'un coup qui vient frotter nos jambes, ça frôle, et là d'un coup, je me rappelle encore de Fabienne qui monte sur son banc en hurlant, en disant il y a un truc sous la table, et on voit quelques secondes après qu'en fait, c'est des ratons laveurs qui sont là, qui étaient venus juste à côté de nous voir s'il n'y avait pas quelque chose à voler pour manger. Et donc pour nous, c'était quelque chose d'exceptionnel, puisque c'est la première fois qu'on en voyait. Alors Jérôme, quel dernier conseil est-ce que tu donnerais à celles et ceux qui aimeraient se lancer dans l'aventure du camping aux États-Unis et qui n'osent pas forcément? C'est de ne pas hésiter. L'essayer, c'est souvent l'adopter. Pour commencer, on tente, 2-3 nuits en tente, et dans 90-95% des cas, vous en redemanderez. Je connais des gens qui ont fait ça, et au final, leur séjour suivant, ils ont passé 90% de leur voyage dans une tente. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'il faut essayer, expérimenter. Comment ne pas avoir envie de tenter l'expérience après ça? Merci Jérôme pour avoir partagé avec nous ces super souvenirs et puis tous tes conseils. Merci à toi de m'avoir accueilli, de m'avoir donné la possibilité de partager mon expérience. Et si jamais il y a des questions, ne pas hésiter à venir sur le forum pour qu'on puisse en parler ensemble. Exactement. Et puis en description, on vous a mis les liens vers les carnets de voyage de Jérôme en 2017 et 2022. Et vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux. Merci à tous pour votre fidélité à Check-in. À bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.